Clinique du conflit fémoro-acétabulaire, qui est donc un problème qui va intéresser trois éléments essentiellement, le cotyle, le labrum et la jonction tête-col fémorale. La définition de ce conflit, ou conflit antérieur de hanche, c'est comme je viens de vous le dire, un conflit qui intervient entre le col fémoral et le cotyle lors des mouvements de flexion de hanche. Et ce conflit, il survient par un défaut de congruence articulaire, défaut soit par une déformation de la jonction tête-col fémorale, on parle à ce moment-là d'effet CAM, comme on peut le voir ici, soit au contraire par un excès de couverture du col fémoral, c'est l'effet pince, en sachant que l'effet CAM est souvent bilatéral, c'est plutôt rencontré chez l'homme, alors que l'effet pince ou tenaille serait plutôt retrouvé chez les femmes. Alors, ce qui pourrait être un diagnostic différentiel, j'ai hésité entre le mettre dans les diagnostics différentiels ou le mettre ici. Il y a un conflit qui a été décrit, qui est pas du tout un conflit intra-articulaire, qui est un conflit extra-articulaire entre la tête fémorale et le col, et l'existence d'une proéminence de l'épine iliaque antéro-inférieure. Donc, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé que l'image était belle, mais c'est sûrement peut-être quelque chose à avoir en tête, parce que le conflit peut également être extra-articulaire. Alors, quelles sont les causes et les facteurs de risque de cette symptomatologie ? Les facteurs génétiques ont vraisemblablement un rôle, mais ça n'a pas été démontré de manière scientifique. Il semblerait que le surpoids, bien évidemment, intervienne, comme dans toute pathologie un petit peu dégénérative au niveau articulaire. C'est clair que le poids peut avoir une influence néfaste sur ce problème. Mais par contre, ce qui est essentiellement retrouvé, ce sont finalement des hommes qui, au cours de leur enfance, ont pratiqué des activités physiques intenses. Et ces activités physiques intenses ont sollicité les hanches dans des amplitudes un petit peu extrêmes. Autre facteur, et bien à ce moment-là on parlera de conflit secondaire, c'est la survenue pendant l'enfance d'un problème pathologique, une épiphysiolyse, une ostéochondrite, et bien évidemment dans les suites de fractures, on peut être confronté à des dégâts anatomiques pouvant être une source de conflit, bien évidemment. Mais là, à ce moment-là, on parlera bien évidemment de conflit secondaire. Alors j'ai trouvé cette étude qui est quand même très intéressante, qui s'est intéressée aux coxopathies d'origine purement mécanique chez les adultes jeunes, puisque le critère d'inclusion était d'avoir entre 16 et 50 ans. Et c'est intéressant, bien évidemment, il fallait éliminer toute autre cause de coxopathie, que ce soit des coxopathies inflammatoires ou autres. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans cette étude multicentrique, on a retrouvé, alors étude multicentrique faite très sérieusement, on a retrouvé 292 cas donc de sujets jeunes présentant une coxopathie d'origine mécanique, plutôt des hommes, pour 62%, avec déjà 22% de cas bilatéral. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une consultation tout venant donc de douleurs de hanche chez l'adulte jeune, dans cette population, on retrouve 70% de sportifs, ce qui est quand même un pourcentage très important donc de la population de ces coxopathies survenant de manière assez jeune. Ce qui est également intéressant, c'est que sur le plan radiographique, on ne va retrouver finalement que 5% de radiographie normale. On retrouve déjà des signes d'arthrose à la première consultation dans 62% des cas. Et ce qui est souligné, c'est que dans pratiquement 2/3 des cas, c'est le conflit, on retrouve des images de conflit. Ce qui veut dire qu'une coxopathie chez un sujet jeune, et c'est le premier message que je voudrais faire passer dans ma communication, une coxopathie mécanique chez un sujet jeune, vous avez 2 chances sur 3 qu'il s'agisse d'un conflit. Avec, comme vous pouvez le voir, le pourcentage, 58% de ces conflits qui ont comme cause un effet CAM, 19% un effet tenaille et 23% une cause mixte. Dans 1/3 des cas, on va retrouver des dysplasies. Donc les 2 causes de coxopathie chez le sujet jeune, c'est 1/3 des cas une dysplasie, avec parfois un conflit associé, et le conflit fémoro-acétabulaire. Ce problème est retrouvé de manière assez importante dans la population. Alors, on va retrouver des pourcentages variables. Il est clair que si vous avez une population de sportifs, puisque c'est quand même plus fréquent chez les sportifs, vous allez retrouver ce problème avec une fréquence beaucoup plus importante. C'est pour ça qu'on a des divergences dans le pourcentage de population entre 3 et 15%.
Ça touche donc surtout des sujets jeunes et sportifs de 25 à 50 ans qui pratiquent des sports, comme je vous l'ai dit, qui sollicitent quand même les articulations dans des amplitudes extrêmes, le foot, la danse, les arts martiaux notamment, hein, avec tous les mouvements de membres inférieurs qui sont importants. Le gardien de but au hockey qui est souvent en flexion, puisque c'est un problème qui va survenir essentiellement dans des mouvements en flexion. Hein, le gardien au hockey va être sollicité, et puis d'autres sports, hein, on va pas insister là-dessus. Par contre, ce qu'il faut également souligner, c'est que sur ces douleurs finalement inguinales, le diagnostic va être réalisé souvent de manière tardive. On l'a vu, c'est souvent des sportifs qui traînent avec leurs problèmes. Le mode de survenue, on a toujours les deux cas de figure. C'est effectivement très souvent très souvent de manière progressive, mais ça peut bien évidemment survenir de façon brutale. Ce qui est intéressant de souligner, c'est ce sont des douleurs qui sont des douleurs inguinales. Quand on demande au patient de montrer l'endroit où il a mal, il fait ce qu'on appelle le C-signe, c'est-à-dire qu'il montre avec sa main l'endroit de sa douleur. Et ces douleurs peuvent irradier jusqu'à la face antérieure du genou, pouvant faire évoquer une pathologie au niveau du genou, ou à la face externe de hanche. Ce qui est également à souligner, c'est que ce sont des patients qui sont gênés à la position assise et lors de la marche prolongée. Et bien évidemment, ce sont des douleurs qui sont rythmées par l'activité sportive. À l'interrogatoire, on peut retrouver également des sensations de blocage ou d'accrochage au niveau de la hanche, puisqu'on va bien évidemment avoir des lésions au niveau du labrum qui vont créer ce tableau pseudo-méniscal de hanche, si on veut. On peut également être confronté à des épisodes de dérobement du membre inférieur par sidération musculaire lors de la marche. On a toujours un enraidissement de hanche, on va y revenir. Et puis, bien évidemment, en fonction de l'importance de la symptomatologie, on peut avoir une boiterie à la marche avec un Trendelenburg. Et c'est surtout des gens qui vont se dire « j'ai des difficultés pour monter dans ma voiture, pour en sortir ». Tous des mécanismes qui sollicitent la flexion de hanche. Ce qui est également intéressant à souligner, c'est que l'intensité et la fréquence de la gêne va avoir un lien avec l'importance de l'atteinte cartilagineuse. Alors, les diagnostics différentiels, c'est toutes les causes de douleur de l'aine. Ça peut être un problème rachidien, ça peut être un problème tendineux, ça peut être un problème de genou. On va avoir un bilan neurologique strictement normal, bien évidemment, et il faudra également éliminer une pubalgie et des causes urogénitales qui peuvent être responsables de douleurs inguinales. Au niveau de l'examen clinique, le premier signe qu'on va retrouver, c'est une raideur articulaire avec notamment une limitation importante de la rotation interne en flexion. On va également retrouver des manœuvres spécifiques, mais qui ne sont pas pathognomoniques, et elles seront notamment à noter si elles réveillent la douleur. C'est le fadir et le faber. Donc le fadir, ça associe à la flexion une adduction et une rotation interne de hanche. On va le montrer tout à l'heure. Le faber, c'est une douleur en flexion, abduction et rotation externe de hanche. Et puis un test également qui est très intéressant, c'est le test de Stingfield avec une élévation de jambes tendues, une élévation avec une flexion de genou de 45 degrés qui est douloureuse à la contraction résistée. Et puis, bien évidemment, en cas de doute, on peut tout à fait proposer, comme l'a dit tout à l'heure Fred pour la pathologie des adducteurs, un test anesthésique, une injection intra-articulaire d'anesthésique pour être sûr que le problème vient réellement de l'articulation coxo-fémorale. Alors vous avez ici là, le test de Fadir. C'est le test le plus sensible avec le Faber, mais il est sensible que s'il est positif. Le test qui est le plus prédictif en cas de négativité, c'est le Fadir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un Faber négatif, mais avoir quand même un conflit. Donc, en sachant que le test le plus spécifique est le Stingfield. Donc, on le voit finalement, c'est sur un faisceau d'arguments qu'on va être amené à envisager ce diagnostic. Des signes de hanche, un sujet jeune, un Fadir, un Faber, un Stingfield positif, ou un de ces trois-là en tous les cas. Et en l'absence, par contre, de signes de réveil de la douleur sur le Fadir, on sera amené à revoir peut-être notre diagnostic. Et puis, si on suspecte le diagnostic, bien évidemment, il faudra demander une imagerie avec déjà ne serait-ce qu'une simple radio.